Bonjour, bienvenue dans les locaux parisiens de Nidji. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 8e session du débrief CES de Nidji. Vous êtes plus de 300 à vous être inscrits aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour cette fidélité, pour cet événement qui est devenu maintenant annuel et incontournable. C'est évidemment aujourd'hui aussi l'occasion pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022 au nom de l'ensemble des équipes Nidji et de vous souhaiter évidemment beaucoup de succès dans l'ensemble de vos projets. À circonstances exceptionnelles, organisation exceptionnelle, on a décidé de transformer nos salles de réunion en plateau TV pour pouvoir vous accueillir pour ce débrief CES. Et je vous propose de rejoindre l'ensemble des équipes de Nidji, tout juste arrivées de Las Vegas, et en particulier de Florent, qui a mené cette Learning Expedition pour nous. Bonjour Florent. Bonjour Jérémy. Bonjour. 8e année pour le débrief CES de Nidji. 5e année pour toi Florent. Constance. Voilà, c'est un élément important pour éviter les effets paillettes, les effets gadgets. On a voulu surtout s'attacher aux tendances les plus structurantes capturées au cours de ce salon, celles qui vont potentiellement impacter l'ensemble de vos business models, et c'est ça qu'on va essayer de refléter. Évidemment, le CES, c'est un salon auquel on tient particulièrement parce qu'il est aussi le reflet de Nidji au travers des enjeux qui y sont abordés. D'ailleurs, d'abord le design, les nouveaux usages, également les enjeux technologiques, le développement et évidemment toutes les évolutions de business model qui sont celles qui sont capturées au quotidien par nos équipes conseil également. Et puis c'est un événement multisectoriel comme l'est Nidji aujourd'hui. Voilà. Je vous propose de faire un petit arrêt sur image quand même sur Nidji et en particulier sur cette année 2021, une année animée évidemment comme tout le monde, mais une année évidemment charnière pour Nidji puisqu'on y a fêté également nos 20 ans. 20 ans, dont 5 ans de croissance forte organique à plus de 15% par an, dont nous sommes particulièrement fiers et nous félicitons l'ensemble de nos équipes pour leur engagement. Et puis également, symboliquement, le passage des 1000 salariés et nous devrions clôturer cette année 2021 près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc nous partons évidemment extrêmement enthousiastes sur cette année 2022. Et une année 2021 également marquée par le lancement de notre nouvelle offre cybersécurité, Immunity by Nidji, une dynamique extrêmement forte avec l'ensemble de nos partenaires, Akuya, Akeneo, OpenCell, Eurocommerce, Mulsoft, mais également évidemment notre partenaire historique Salesforce, dont nous sommes maintenant Summit Partner depuis cette année. Et puis 2021, c'est aussi une année de renforcement, d'accélération sur notre stratégie RSE. Nous avons évidemment beaucoup investi en interne dans la transformation même de l'entreprise et puis également dans nos offres, dans notre proposition de valeur au travers de notre offre Sustainable Design et de notre offre Green IT avec d'ailleurs en fin d'année le lancement du premier site Sustainable Design pour Dalkia dont nous sommes extrêmement fiers. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vous propose de rejoindre le CES et je te passe la main, Florent. Merci Jérémy. Et pour commencer, on va laisser la parole aussi à Gary Shapiro, le président du CES, qui va nous souhaiter la bienvenue sur ce salon. And I want to welcome you to the CES 2022 back in Las Vegas. Voilà, donc effectivement cette année, le CES était back in Las Vegas et pour la première fois sur une édition hybride à la fois à Las Vegas et en ligne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le CES, et un petit rappel très rapide, c'est le plus grand salon de l'innovation du monde. Ça fait 55 ans qu'il existe, donc c'est vraiment une institution. Et c'est un salon qui se passe traditionnellement à Las Vegas, qui est une ville empreinte de gigantisme. Et le salon est à cette image, il est gigantesque. Et on a beaucoup d'innovations à couvrir. C'est pour ça que chaque année, on y va à plusieurs. Et cette année, il y avait 4 envoyés spéciaux, représentatifs de la pluralité des métiers Nidji. Pour le conseil et la stratégie, on avait Gillian et Charlotte avec nous. Pour la user experience, on avait Lucas et moi-même pour la partie conseil technologique. Donc on a fait le choix cette année d'y aller en personne à Vegas, comme 45 000 autres visiteurs. On a parcouru 230 000 mètres carrés de salon pour voir plus de 2300 exposants et 800 startups. Pour vous donner une image de ce que représente le CES, ici je vous affiche un des nouveaux halls d'exposition de cette année qui fait 130 000 mètres carrés, qui a coûté plus d'1 milliard de dollars. Et ce hall d'exposition-là, il occupe qu'une toute petite partie du salon finalement. Donc c'est vraiment un salon très très grand. C'est un salon très très grand et qui attire forcément beaucoup de nationalités. Ici, c'est une datavis de Nidji qui vous représente un peu la répartition des exposants en fonction des pays d'où ils viennent. Et donc, on avait en première délégation, bien sûr, les USA qui étaient très présents
sur le salon cette année. En deuxième délégation, on avait la Corée du Sud qui était également très présente. Et puis en troisième délégation, la France qui est également très présente. On a des continents qui sont assez traditionnellement moins représentés, l'Afrique et l'Amérique du Sud, mais c'est assez habituel. Donc la France était seulement la troisième délégation, mais c'est tout de même considérable. Donc c'est une présence un peu moins forte que les années passées. On avait tout de même 140 startups qui étaient présentes cette année. Et puis assez peu de désistements à cause du Covid. Donc on était assez content d'avoir tous ces Français présents, qui respectaient assez peu les règles de distanciation sociale sur la photo en tout cas. Les Français ont obtenu un certain nombre d'awards, soit en étant nominés, soit en ayant le prix lui-même. Donc là, on vous affiche les différentes startups qui ont eu des prix et on va en parler un peu après dans la présentation. Ce salon s'est tenu dans un contexte sanitaire assez tendu, notamment avant l'événement. Il y a eu des rumeurs d'annulation un peu jusqu'au dernier moment. Au final, seules quelques compagnies ont annulé leur venue, notamment les logos qui s'affichent ici. Ce ne sont pas les compagnies les plus structurantes pour le salon parce qu'elles ne présentent pas d'innovation clé, elles sont juste là pour faire de la communication et des partenariats, donc ça n'a pas vraiment impacté la qualité du salon. On a eu également des petites annulations de nombre de jours de salon, on n'a eu que 3 jours de salon au lieu de 4 jours, donc c'était un peu moins, et puis beaucoup de réorganisations sur les conférences médias. Mais une fois que le show a commencé, pour de vrai, il a été très détendu. Sur place, les gens étaient contents d'être là, il y a eu beaucoup d'échanges. Il y avait un peu moins de monde que les années passées, mais ça rendait finalement le salon plus respirable, ce qui nous a permis vraiment de vivre ce salon de manière détendue et avec beaucoup d'intérêt. Alors pour commencer notre analyse du CES 2022, on va d'abord faire un petit exercice prospectif avec la journée type d'un personnage fictif qui s'appelle Alice. Et on va voir comment Alice peut évoluer dans sa journée en utilisant toutes ces innovations qui tendent vers de plus en plus de se passer de l'être humain. Et donc on a appelé ça « Ma journée sans contact humain ». Merci Florent. Donc effectivement, lançons la journée d'Alice sans contact humain en 2023. 6h45, Alice se lève et urine sur sa languette Vivo qu'elle va ensuite scanner pour se rendre compte de ses carences et ses besoins et avoir un petit déjeuner adapté. 7h30, après un bon petit déjeuner, Alice se sent d'attaque pour se lancer dans une séance de sport et elle va donc faire une séance de boxe à distance dans laquelle elle va pouvoir taper sur des cibles virtuelles. 9h, Alice se met au travail et va se connecter à sa première réunion en télétravail en pouvant dialoguer avec ses différents collègues grâce à des hologrammes en 3D. Midi, Alice décide de sortir de chez elle et elle croise sa concierge, Ameka, qui va la saluer et lui souhaiter une excellente journée. Midi 10, Alice, pour se rendre au supermarché, va emprunter son pod autonome individuel, qui est aussi un pod qui va se connecter à un bus, donc le Motherpod, et qui va lui permettre de poursuivre sa journée sans être dérangée. 12h12, Alice va en profiter pour poursuivre sa formation en italien qu'elle avait démarré la veille grâce à l'application HypKnowledge qui va la plonger dans un état de flow et lui permettre de mieux assimiler sa formation. 12h45, Alice arrive enfin au supermarché, donc son supermarché automatique dans lequel elle ne trouvera pas de caissière, mais il y aura effectivement des caméras intelligentes qui vont vérifier si des personnes ne volent pas des aliments. 14h, après un bon déjeuner, Alice se remet à travailler et son bureau intelligent va lui proposer de rester en posture debout et va notamment aussi augmenter la luminosité des spots afin de la maintenir concentrée. Je vais maintenant passer la parole à Charlotte pour poursuivre cette journée. Merci Dylan. Alors, je poursuis cette journée. Il est 19h30. Après une journée de travail, Alice ne s'est pas rendue compte de l'heure. Elle décide donc de sortir de chez elle pour sauter dans un taxi volant qui va la conduire directement vers son restaurant préféré. 20h15, Alice arrive dans son restaurant et s'installe dans une table protégée contre le Covid où elle se fera servir par de charmants petits robots. 21h15, Alice rentre enfin chez elle et décide de retrouver tous ses amis dans le métaverse où elle va jouer à des jeux et ce directement depuis son salon. 22h15, Alice a une pensée pour son petit ami qu'elle a rencontré dans le métaverse et qui vit en Australie. Elle va décider de contrôler son plaisir à distance. 23h30,
elle décide enfin de se coucher dans son lit intelligent, qui va s'adapter aux besoins de son corps avec une bonne inclinaison, une bonne température pour l'aider à se plonger dans un sommeil profond et réparateur. 23h50, Alice a besoin d'encore un peu de réconfort. Elle se tourne donc vers son chat mécanique qui va lui téter le doigt. Voilà pour une journée un peu virtuelle. En fait, c'est un scénario un peu dystopique qui montre un peu ce qu'on peut faire avec les innovations aujourd'hui, qui ont vraiment tendance à effectivement supprimer l'être humain dans les interactions. Bien sûr, ce n'est pas un avenir qu'on nous souhaite. En tout cas, c'est un avenir possible qu'on vous a présenté. Pour la suite de ce débrief, on va s'intéresser aux tendances un peu plus sérieuses, un peu plus business. Et pour cela, il y a des choses dont on ne va pas parler, parce qu'il y a beaucoup de choses au CES, mais tout n'est pas de l'innovation pure. Donc on va un peu moins parler des nouvelles télés, des nouveaux équipements audio, un peu moins parler des bracelets connectés, des équipements informatiques ou des drones. On va essayer également d'éviter de parler des purs coups de communication comme le LG Omnipod, qui sont des vidéos, des concepts, mais qui ne vont pas vraiment sortir dans la vraie vie. Et ce dont on va vous parler aujourd'hui, ce sont les tendances qui sont ici. Il y aura une première tendance sur le travail hybride, une tendance sur la santé distancielle et connectée, une tendance sur la nutrition, une tendance sur le sustainable, une tendance sur la mobilité qui devient expérientielle. Et quand on parle d'expérience, on va aussi parler des métaverses qui a occupé beaucoup de place sur ce salon. On va commencer tout de suite avec la première tendance, le travail hybride avec Gillan. Oui, donc l'hybrid work, c'était une nouvelle tendance qui était apparue l'année dernière et qui est encore bien présente cette année. Donc je pense qu'on l'a tous vécu. Le monde du travail, le monde professionnel et son fonctionnement a bien évolué avec la crise sanitaire. Entre vie au bureau et vie en télétravail, on voulait partager avec vous quelques chiffres qui attestaient de cette nouvelle tendance, cette nouvelle norme. Donc effectivement, une des premières études qu'on voulait partager avec vous, c'est donc 50% des personnes interrogées qui attestent vouloir changer d'employeur si elles n'adoptent pas justement cette nouvelle norme hybride entre vie au bureau et vie à la maison, et travail à la maison. On l'avait aussi évoqué l'année dernière, le fait de travailler à la maison, c'est pas sans conséquence. Et justement, 40% des personnes interrogées attestent aussi le caractère pénible à travailler chez soi avec la charge mentale que ça comporte de mêler, on va dire, ces deux sphères privées et professionnelles. Et donc, il y a une vraie envie de poursuivre à travailler tous ensemble en physique. Et sur les personnes interrogées, ce qu'elles nous ont aussi dit dans cette étude WeWork, c'est que pour elles, il faut qu'elles passent à minima 30% de leur temps au travail pour justement être dans l'interaction et maintenir ce lien social qui est très important. Donc l'hybrid work est vraiment une nouvelle norme et le CES justement va vous proposer quelques innovations qui viennent illustrer cette tendance. La première innovation qu'on voulait partager avec vous, c'est donc la start-up Douzan qui nous propose un moniteur intelligent et qui va s'adapter en fonction de votre posture et faire bouger l'écran sans que vous ne vous en rendiez compte et qui va éviter justement des situations de fatigue ou des mauvaises postures. Toujours dans l'aspect écran, on va dire, et le confort de pouvoir aussi travailler chez soi, Samsung, là, qui lance donc son écran, son vidéoprojecteur Nomad. Donc là, c'est un vidéoprojecteur qui va venir s'adapter en termes de format en fonction des supports sur lesquels vous allez les projeter et aussi la distance. Justement, dans cette dynamique d'hybrid work, où on peut aussi travailler de chez soi ou du bureau, on peut également aussi travailler dans un café. Et donc là, c'est la start-up Douzan qui nous propose un appareil qui va brouiller, grâce à des ultrasons, toute conversation que vous allez pouvoir avoir justement dans des lieux qui ne peuvent ne pas être sécurisés et va empêcher votre collègue ou votre collaborateur d'enregistrer la conversation. Et dans justement ce contexte, on travaille énormément sur Teams, sur Zoom et sur ces outils justement en distanciel. On en avait parlé l'année dernière. IBM avait lancé un robot justement au Japon qui retranscrivait l'ensemble des interactions qu'on pouvait avoir lors d'une réunion. On n'a pas vraiment vu le jour finalement sur cette innovation. Et donc là, on voulait vous parler de Spock, une start-up française qui, elle, s'est lancée et qui fait ses preuves.
Donc là, l'idée, c'est vraiment de retranscrire l'intégralité des interactions qu'il y a dans cette réunion à distance. Et ce qui est intelligent, c'est lorsque vous sentez qu'il y a un élément important qui va se produire dans la réunion, avec un seul clic, un seul bouton, vous allez pouvoir highlighter ces informations importantes. Et à la fin de la réunion, vous allez pouvoir l'envoyer à votre équipe, non seulement le condensé de la réunion, et également la prise de notes intelligente. Toujours dans ce contexte donc, de remote, là, on voulait vous partager une innovation qui est plutôt sur la traduction. Donc, si vous travaillez notamment avec des personnes à l'étranger, donc là, c'est vraiment de la traduction en temps réel. Donc, c'est comme si, à présent, on pouvait switcher et que je puisse vous parler en coréen ou en anglais. Et mes lèvres vont aussi s'adapter justement au langage que l'on aura choisi. Et enfin, plutôt dans un contexte B2B, et donc là plus précisément à l'usage de nos UX designers et de vos UX designers, on sait que les tests UX peuvent être à la fois longs et fastidieux à analyser. Et donc là, la startup Odaptos propose à distance d'analyser les émotions des personnes interviewées lors des tests pour se rendre compte grâce aux capteurs des émotions que l'ensemble des testeurs vont ressentir. Donc c'est vraiment intéressant puisque ça va nous permettre d'industrialiser ce type de test et aussi d'enlever cet aspect peut-être parfois subjectif que l'on peut avoir dans ce type de travail. Merci Gillian. Et justement, tu parles de capteurs. Il y a un domaine aussi où les capteurs sont très utilisés, c'est la santé, avec beaucoup de capteurs biométriques. Et la santé, c'est le sujet de la prochaine tendance avec Charlotte. Merci Florent. Effectivement, moi je vais vous présenter donc, cette tendance Remote Health. Mais avant de commencer, je vous propose de faire un petit état des lieux des différentes tendances que nous avons pu constater cette année dans le secteur de la santé. Sans grande surprise, nous avons retrouvé le Covid au travers de différentes innovations qui ont répondu de manière directe ou indirecte aux enjeux de la pandémie. Alors, certains de ces enjeux ont déjà été largement traités l'année dernière et nous les avons retrouvés également cette année. Je veux parler par exemple de l'enjeu de protéger, de la désinfection à la protection avancée, détecter et alerter le Covid, mais cette année pas que, également tous ses variants, tester toujours plus simplement et rapidement. Mais l'enjeu émergent que nous avons constaté cette année et sur lequel nous allons faire un focus, c'est celui du désengorgement des établissements de santé, en passant par des innovations à destination des patients, avec cette tendance de Remote Patient Monitoring, et des innovations à destination des services hospitaliers, avec la miniaturisation de l'outillage hospitalier, pour des diagnostics toujours plus rapides, mais surtout plus mobiles. Je vous propose donc qu'on commence avec la start-up américaine Vivo et son produit Vivo Keto que nous avons pu d'ailleurs illustrer pendant la journée d'Alice précédemment. Donc là, le principe est simple. Il suffit d'uriner donc sur une languette qui va changer de couleur. Et grâce à l'application, je vais scanner cette languette et avoir un bilan complet en 2 minutes avec notamment mon taux d'hydratation, de calcium, de vitamines, l'état de mes reins, de mon foie. Et l'application va encore plus loin. Elle me permet également d'avoir des conseils personnalisés pour avoir un régime alimentaire qui va me permettre de pallier à certaines carences. Si on va encore plus loin dans cette tendance de Remote Patient Monitoring, nous avons Bodyscan proposé par la start-up française Withing, avec une réelle station de santé connectée. Donc avec des capteurs sous les pieds qui permettent de mesurer la masse osseuse, graisseuse et musculaire des différents membres du corps, donc des jambes aux bras et également le torse. Alors également, grâce à sa poignée connectée qui va capter les pulsations du cœur, il est possible d'avoir un électrocardiogramme directement via son application et toutes ces données sont consultables également par le médecin qui va pouvoir donc suivre l'historique des pesées de son patient. Encore un niveau supérieur avec le tout dernier capteur proposé par le géant américain Abbott qui a annoncé donc, ce capteur Lingo Keto lors du CES. Donc, certains d'entre vous connaissent peut-être ce capteur qui se place donc derrière le bras pour suivre le taux de glucose des personnes atteintes de diabète. Là, avec Lingo Keto, le capteur va plus loin. Il permet de suivre différentes molécules et donc s'adresse à tous les patients, du taux de glucose, mais également jusqu'au taux de cétone pour pouvoir contrôler son poids, ou au lactase pour, par exemple, améliorer son exercice et jusque même à mesurer le taux d'alcool dans son corps, et ce, quasiment en temps réel, car les données sont mises à jour toutes les minutes. Je
vous propose à présent de passer aux innovations à destination des professionnels de santé, avec ici l'appareil de détecteur de traumatisme crânien proposé par Abbott. Le principe est très simple, il suffit d'une goutte de sang à insérer dans ce capteur, et en moins de 15 minutes, le médecin va pouvoir détecter, grâce au taux de protéines dans la goutte de sang, si le patient est atteint de traumatisme crânien. Alors ça a plusieurs avantages. Le premier, d'éviter aux patients d'être exposés à des ondes pour un examen, un scanner par exemple. Deuxième avantage, un avantage lié au coût pour les hôpitaux, et également de réaliser encore une fois ce diagnostic de façon mobile et d'éviter encore une fois d'engorger les hôpitaux. Toujours dans la même tendance, alors cet appareil proposé par la start-up coréenne HDT, qui est le tout premier et unique appareil de radiographie portable, donc à savoir que quand on réalise une radio, on émet des ondes qui sont nocives, donc qui doivent être vraiment encadrées dans un établissement adapté. Avec cet appareil, il est désormais possible de réaliser des radios hors de l'hôpital, car il émet de faibles ondes. Donc on pourrait réaliser une radio dans l'ambulance, où on peut imaginer par exemple un médecin qui se rendrait chez son patient atteint du Covid, et il pourrait alors réaliser une radiographie de ses poumons pour évaluer s'il est nécessaire ou non de l'amener à l'hôpital. Également, le casque détecteur de dépression proposé par la start-up coréenne eMedisync. Donc, c'est un casque qui est composé de LED sensoriels et également de capteurs qui est relié au niveau des lobes des oreilles, et qui va permettre, grâce à des exercices proposés aux patients, de détecter en 10 minutes les premiers signes de dépression, de stress et même de la maladie d'Alzheimer. Je vais terminer avec le Virtual Twin proposé par Dassault. Innovation assez bluffante qui va scanner le patient complètement avec tous ses organes pour pouvoir matérialiser un réel jumeau virtuel. Alors ça a plusieurs avantages. Le premier est d'éviter justement des examens en présentiel avec le médecin, mais surtout de permettre aux chirurgiens, dans une salle d'opération virtuelle, de pouvoir s'entraîner et d'évaluer l'impact des décisions chirurgicales sur l'état de santé de son patient, enfin en l'occurrence ici, de son jumeau virtuel. Merci Charlotte. Et sur les tendances santé, le médical est très important, mais il y a un autre aspect de la santé qui est important, c'est la nutrition finalement. Et on a fait le choix cette année de vous parler de la nutrition. Pourquoi on a fait ce choix? Parce qu'en fait, la nutrition, ce n'est pas un sujet anodin, c'est un sujet qui devient critique. On estime que d'ici 2050, on sera donc 10 milliards d'individus et il va falloir produire plus 56% de nourriture pour alimenter toute cette population humaine. Donc c'est un vrai challenge. Et pour faire ça, il faudrait trouver l'équivalent de 2 fois la taille de l'Inde en terres agricoles supplémentaires, ce qui bien sûr est un vrai problème, voire impossible. Donc en fait, il y a 3 facteurs sur lesquels on va chercher à agir en termes de nutrition. Le premier, c'est la productivité, produire plus avec moins d'espace. Le deuxième, ça va être l'éco-responsabilité, réussir à faire de l'agriculture et de l'élevage de manière plus sustainable. Et le troisième, c'est éventuellement le changement de nos habitudes de consommation alimentaire. Donc on va voir les différentes innovations qui peuvent adresser ces différents leviers. La première innovation, ça va être Ensync, qui est de retour au CES cette année avec ses fermes décentralisées d'agriculture verticale. Le but ici, c'est d'installer des fermes modulables près des lieux de consommation pour réduire le food mile edge, en fait, la distance parcourue par la nourriture pour arriver au consommateur. Et ça permet également de mettre en valeur les produits de type légumes et fruits. Et donc ça, c'est de retour au CES parce qu'ils ont réussi à déployer 2 usines géantes, une à Séoul et une à Abu Dhabi. Et donc c'est des vrais cas concrets industrialisés qu'on a vus au CES sous forme de prototypes il y a 3 ans et qui aujourd'hui arrivent de manière complètement industrialisée sur le marché. Une autre innovation dont on veut vous parler, c'est quelque chose de plus français, qui nous touche plus au quotidien. C'est un robot autonome qui va permettre de mieux cultiver les vignes. Ce robot autonome va notamment pratiquer un désherbage mécanique, ce qui va éviter l'utilisation, par exemple, d'herbicides. Donc c'est un vrai progrès en termes d'éco-responsabilité de la culture de la vigne. Sur l'aspect engin agricole autonome, on a également John Deere, l'américain, le géant américain qui nous propose le premier vrai tracteur autonome sur le marché
pour cultiver des champs de manière industrielle et de manière surtout autonome. Le fermier n'a plus besoin d'être sur le tracteur 8 heures par jour. Le tracteur fait le travail et il peut s'occuper d'autres choses en même temps. Ça permet également, avec leur technologie de computer vision, de repérer les mauvaises herbes et de pulvériser l'herbicide uniquement sur la mauvaise herbe et pas sur tout le champ. Donc là, c'est vraiment des innovations assez importantes pour John Deere. Et sur l'autonomie et la productivité, on voulait aussi partager avec vous l'innovation de YoCrops, qui est donc une ferme autonome. Donc là où l'agriculteur va pouvoir maintenant piloter son activité en dehors des champs et grâce à l'application, il va pouvoir justement se dire la température qu'il va souhaiter, déclencher par exemple l'eau pour que la productivité augmente. Et ce qui est intéressant dans cette innovation, c'est aussi le business model que propose cette start-up. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment très convaincus de leur offre puisque leur business model, c'est de venir prendre 10% sur les parts du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc ça, c'était quelque chose qu'on voulait partager avec vous. Et pour passer de la fourche à la fourchette, donc là, l'innovation, c'est une entreprise hollandaise, Orbisc, qui vous propose une poubelle anti-gâchis. Donc ça s'adresse vraiment aux chaînes, par exemple, aux grandes chaînes d'hôtels comme Accor. Et donc là, l'ensemble des déchets qui sont envoyés dans la poubelle sont scannés grâce à des capteurs intelligents et va vous dire la nature de l'aliment, l'heure. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça va être la data visualisation qui va être envoyée au directeur des achats et qui, lui, va pouvoir ajuster son sourcing et sa prise de commande pour être vraiment dans le zéro déchet. Et donc on parle de gaspillage, d'économie et ça nous emmène assez naturellement vers la prochaine tendance qui est l'éco-responsabilité, le sustainable. Et on va voir qu'au CES, ça prend de plus en plus d'essor. En effet, merci Florent. La durabilité environnementale était un véritable enjeu durant ce CES 2022. Nous le savons, les entreprises le savent, c'est un véritable enjeu pour nous de transformer, de changer nos habitudes de consommation pour pouvoir tout simplement relever les grands défis et enjeux de nos sociétés à venir. Les entreprises aujourd'hui doivent innover en permanence et adresser ces grands sujets pour pouvoir tout simplement accorder des solutions saines et propres. La durabilité environnementale passe notamment par une évolution d'acteurs forts. On peut le voir et le constater directement sur ces slides. Les entreprises s'engagent et le prouvent en adoptant des modes de production de plus en plus durables, mais aussi elles s'orientent vers des technologies de plus en plus fines, notamment à l'aide de l'IA, de la 5G, des objets interconnectés. Elles vont permettre aux utilisateurs d'aborder des comportements plus éco-responsables, d'interagir plus correctement avec les ressources employées, d'anticiper les cycles de vie, mais aussi de construire ces nouveaux modes de consommation. Pour peut-être étayer mon propos, on peut passer au clin d'œil sustainable de ce salon CES 2022, avec le stand LG, un stand de plus de 2000 m², complètement élaboré et construit à l'aide de matériaux recyclés et recyclables. Les visiteurs de cet espace virtuel Fugital pouvaient donc naviguer en toute sur un univers complètement digitalisé où, à l'aide d'une réalité augmentée, ils pouvaient constater les différents produits que pouvait proposer la marque. Un véritable engagement est très fort. On peut passer maintenant au côté innovation. La première innovation qu'on voulait vous présenter, c'est le Centaur de Bosch, un capteur, le premier capteur avec une intelligence artificielle. Celui-ci va pouvoir capter, analyser en permanence les particules, les molécules, mais aussi analyser les variabilités en termes de température et d'humidité. Ça va surtout pouvoir permettre de prévenir, mais surtout d'agir plus rapidement pour réduire l'impact des feux de forêt dans, tout simplement, qui vont pouvoir occasionner une plus grosse émission de CO2. Ouais. On peut passer peut-être à l'autre innovation, l'aquadrone autonome. Celui-là peut agir sur des plans d'eau en toute autonomie et il va pouvoir récolter les différents plastiques qui sont sujets, qui flottent en permanence autour de ces plans d'eau. Il va donc, et aussi, il va pouvoir permettre d'analyser et de capter de l'information sur la valeur de ces environnements-là. Autre innovation,
on le sait tous, le recyclage, c'est un vrai problème dans notre quotidien. Et le LOP de l'ASO va pouvoir permettre de gérer plus facilement nos déchets. Et que ces déchets ne puissent pas se retrouver tout simplement dans nos espaces naturels. Autre innovation, la télécommande universelle de Samsung, le Solar Cell Remote Control. Cette télécommande est antérieure, elle est intégralement sans batterie. Sans batterie. Ouais, et elle est surtout élaborée grâce à des plastiques qui ont été recyclés. Cette batterie est rechargeable grâce à des ondes Wi-Fi et surtout grâce à la lumière ambiante. Le Bordeaux solaire de GAF Énergie. Un Bordeaux solaire, c'est quoi? C'est une tuile. Et grâce à cette tuile, on va pouvoir l'adapter sur n'importe quelle toiture. C'est une facilité pour les utilisateurs de pouvoir se convertir à des nouvelles énergies. Et surtout, c'est un acteur fort qui se place directement comme concurrent de Tesla. Autre innovation, et la dernière, cette toute nouvelle batterie écologique à base de coton et d'huile. Le principe est simple. On va transformer du coton et des olives pour pouvoir permettre de créer du carbone, donc une dépendance aux énergies lourdes plus faibles. Les statistiques le prouvent, c'est une batterie qui pourra tout simplement se recharger 10 fois plus vite et avec une longévité d'au-delà de plus de 20 ans. Tout à fait. Et ce qui permet également d'éviter d'utiliser du graphène et du cobalt. Donc c'est très très intéressant. Et justement, ça me permet d'enchaîner, Lucas, sur la prochaine tendance, la mobilité, puisque vous le savez, aujourd'hui, les voitures électriques consomment de plus en plus de batteries pour leur énergie, et donc la batterie est un vrai enjeu. Pourquoi on parle de mobilité quand on parle du CES? Parce que le CES est devenu progressivement, au fil des années, le plus grand salon de l'auto mondial, quelque part. Et pourquoi? Parce que depuis déjà 2019, on vous en parlait déjà, le produit voiture s'est transformé. À la base, le produit voiture, c'est un produit hardware, mécanique, et il a évolué vers un produit logiciel qui se tourne vers le software. Et cette tendance s'amplifie cette année encore. On parle de la voiture comme d'un super ordinateur tourné vers le service et l'expérientiel. Donc aujourd'hui, tout ça s'est rendu possible grâce au fait que les voitures sont devenues des véhicules principalement électriques, et donc on a plutôt des supercomputers à la place de véhicules traditionnels. Un symbole de cette tendance qui donc s'amplifie, c'est cette nouvelle marque de SUV électrique qui s'appelle Indie EV, et qui propose un SUV qui, en fait, quand on leur demande quel est leur argument de vente, ils nous disent que c'est un supercomputer qui permet de faire de la VR sur la siège arrière, qui permet de miner de la blockchain quand la voiture est à l'arrêt, qui dispose de 2 écrans avec des technologies open source. Donc pour eux, aujourd'hui, la voiture, c'est surtout et avant tout un super ordinateur. Si la voiture devient un super ordinateur, des nouveaux partenariats deviennent stratégiques pour l'industrie de la voiture. Notamment tout ce qui va être chipset, OS et un système d'infotainment. Donc en ce qui concerne les chipsets, il y avait énormément d'annonces sur le salon de Qualcomm, de Nvidia et de Intel qui proposaient des systèmes on chip, donc des systèmes intégrés clés en main pour les constructeurs qui permettent de faire de la conduite autonome, qui permettent de faire de la connectivité 5G ou des systèmes de cockpit. Et donc il y a plusieurs marques qui ont annoncé des partenariats avec ces différents acteurs sur le salon. On a également Google qui va faire des partenariats plutôt sur la partie OS, sur la partie Android Auto, avec par exemple BMW. On va pouvoir, avec son téléphone Android, déverrouiller sa voiture et la verrouiller à distance. Et puis également un partenariat qui a été très fort sur le salon, c'est Amazon qui a annoncé différents partenariats avec des constructeurs pour notamment fournir la partie infotainment avec Fire TV qu'on va retrouver dans ces voitures qui sont désormais bardées d'écrans de plus en plus, et même Stellantis qui annonçait un partenariat qui allait encore plus loin avec notamment toute la partie cloud AWS. Donc Stellantis a annoncé que le cloud privilégié allait être AWS désormais, et donc faire plein de choses avec Amazon donc pour aller encore plus loin sur l'automobile. Et la preuve en est que ces partenariats deviennent stratégiques, c'est que quand on a des pénuries de chipsets, comme c'est le cas sur cette image que nous avait présentée Gary Shapiro, les véhicules sont immobilisés. Ça, c'est une image pendant le Covid, il n'y avait plus de chipsets, et donc les livraisons des véhicules aux clients étaient complètement gelées, puisque le chipset est devenu un élément central du véhicule. Pour illustrer un peu cette voiture expérientielle et un peu infotainment, on a différents exemples ici. Donc, par exemple, Sony qui nous présentait cette année son 2e concept car
le S-Vision 2, et qui rend Sony tout à fait légitime finalement pour se lancer dans la commercialisation de véhicules, puisque Sony a la PS5, s'y connaît très bien en système d'infotainment, donc ça devient un acteur complètement légitime pour adresser le marché, et ils le disent eux-mêmes, on réfléchit très sérieusement à aller sur le marché du véhicule, et donc d'aller au-delà des concept cars et de vraiment commercialiser des véhicules. On avait d'autres acteurs dont je ne vais pas trop parler, TOG, un acteur turc, VinFast, un acteur thaïlandais, et puis un dernier exemple dont j'ai envie de parler, c'est Mercedes qui proposait pour la première fois un véhicule qui avait 1000 km d'autonomie en électrique, ce qui est assez nouveau. Ces voitures électriques proposent aussi certaines innovations esthétiques. On avait par exemple cette année la voiture BMW qui change de couleur. Donc ça, c'était assez impressionnant à voir. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et donc c'était en vrai aussi impressionnant à voir qu'à la télé. C'est vraiment bluffant. Ça marche vraiment bien, même si les teintes aujourd'hui se limitent du blanc au gris. On imagine très bien les acheteurs de voitures aller vers cette technologie. Les véhicules électriques peuvent également être utilisés dans des nouveaux moyens de transport public. On avait un exemple avec le Vegas Loop de Elon Musk. Donc à la base, on avait un grand projet assez novateur de chariot autonome qui pouvait prendre les véhicules de la circulation pour les faire passer sous terre. Au final, on a un MVP un petit peu décevant où c'est juste des Tesla qui conduisent dans des tunnels très étroits et c'est conduit par des humains. Mais ça reste tout de même une très belle tentative d'inventer des nouveaux moyens de transport public à l'aide de ces véhicules électriques. Le véhicule électrique ne se limite pas aux véhicules des particuliers. On avait également des cas de bulldozers électriques. Donc là, on adresse les chantiers, le BTP. Donc Doosan qui proposait son Bobcat, un premier bulldozer électrique sur le marché. On y réfléchit pourquoi pas pour Paris, qui va interdire donc les moteurs thermiques en 2035. Et pourquoi pas ce bulldozer pourra officier à partir de cette date. L'autre avantage des bulldozers électriques, c'est également le silence. Les pollutions sonores sont désormais corrigées. Et puis, quand on parle de véhicules électriques de plus en plus nombreux, il faut aussi penser à ces problèmes d'approvisionnement. On avait ce nouveau concept de RRAI qui propose un véhicule autonome qui est là pour recharger en électricité les véhicules qui sont donc en panne d'énergie. C'est à des usages militaires, mais aussi dans le privé. Et donc, c'est un nouveau concept assez fou qui peut recharger en électricité une voiture, un drone ou un autre appareil électrique sur le terrain. Donc là, je vous parle beaucoup d'électrique, mais finalement, est-ce que l'électrique, ce n'est pas un peu fini quand on parle de mobilité ? J'y vais un peu fort, mais l'idée, c'est de prendre conscience que la pile à combustible à hydrogène a une densité énergétique 4 à 5 fois plus élevée qu'une batterie lithium-ion. Donc ça permet d'avoir une meilleure autonomie et des meilleurs temps de recharge aussi. Et donc, on avait pas mal d'exemples sur le salon d'engins à hydrogène. Par exemple, un drone qui peut voler sans recharge pendant 5h30. C'est assez fou, ça a des usages industriels assez importants. On a également ce vélo du français iFlow qui permet d'avoir une autonomie de 150 km. Donc ça peut être très pratique sur les cas de livraison de derniers kilomètres. On avait également ce français Neptec qui propose sa navette fluviale qui marche à hydrogène, ce qui lui permet de réduire, associé à d'autres technologies, sa consommation énergétique et d'avoir une belle autonomie. Mais le problème de l'hydrogène, c'est que pour produire le carburant hydrogène, c'est très polluant et c'est très consommateur d'énergie. Et donc pour remédier à ce problème sur la production d'hydrogène, Doosan travaille actuellement sur une usine à 337 millions de dollars en Corée pour produire de l'hydrogène à partir de déchets plastiques. Donc là, ça va permettre peut-être de populariser encore plus l'hydrogène et surtout de réduire les déchets plastiques. Donc c'est finalement un concept 2 en 1 qu'on a bien aimé. Donc je vous ai parlé beaucoup de mobilité qui devient expérientielle. Et quand on parle d'expérience, ça peut m'amener tout naturellement à la prochaine tendance qui est les métaverses avec Lucas. Oui, exactement, les métaverses. Ce qu'on a pu constater sur ce salon, c'est qu'on ne pouvait pas faire un pas sans pouvoir trébucher sur du métaverse. Le métaverse, c'est donc des acteurs forts, très orientés sur le gaming, mais au-delà de ça, c'est du NFT, c'est de la blockchain, c'est différents acteurs qui vont permettre de créer une grande promesse, laquelle, celle d'un web 4.0. Un peu d'histoire. Le web 1.0 était un web figé, linéaire. Le web 2.0 a vu la grande démocratisation d'un Internet nouveau et plus intercommunicant. Le web 3.0, le web d'aujourd'hui, donc un web sémantique, orienté vers du service. Et le web 4.0, une très grande promesse d'un Internet personnalisable, décentralisé, mais surtout intercommunicant. Donc le métaverse rentre directement dans cette dynamique.
pour pouvoir créer des mondes où les utilisateurs vont pouvoir, à l'aide d'équipements ou non, ou même simplement d'un PC, rejoindre ces grands univers et de là pouvoir intercommuniquer ensemble au travers de tissus sociaux et de remonter de l'information. Ça rejoint même directement notre sujet du sustainable où on va pouvoir tout simplement informer, éduquer nos utilisateurs pour les amener vers des comportements plus souhaitables. Côté techno, par quoi ça passe? Tout simplement, c'est pour atteindre ces nouveaux mondes, c'est s'équiper. S'équiper au travers de gants comme Sunglove, donc des gants qui vont pouvoir permettre de ressentir les objets interactifs, de pouvoir aussi ressentir les impacts d'un monde digitalisé, mais c'est aussi l'appréhender d'un point de vue grâce à des lunettes. Donc les lunettes de Vuzix, elles vont pouvoir permettre aux utilisateurs d'appréhender un monde en captant des informations, des informations sur des objets, en pouvant élaborer plus de communication entre eux, et aussi de pouvoir tout simplement, à l'aide de commandes vocales ou en touchant simplement sa lunette, de pouvoir d'avoir une interconnexion avec toutes ces différentes informations dans ces mondes-là. Ça passe aussi par Touchcase et sa grande promesse d'une cité métaverse. La cité métaverse, c'est quoi? C'est un ensemble de sociétés qui vont pouvoir intercommuniquer sur des plateformes, bénéficier d'environnements 3D et, grâce à des outils comme Teams, élaborer des conférences comme nous sommes en train de le faire maintenant. C'est aussi des concepts complètement nouveaux, grâce à l'hôte et des concerts et du shopping. Des concerts, oui, c'est pouvoir pouvoir bénéficier de plateformes qui vont diffuser des artistes, mais aussi au travers de shopping. En adoptant un avatar, je vais pouvoir donc faire des essayages et directement pouvoir profiter ou acheter sans bénéficier d'un espace physique. Mais le métaverse, c'est aussi un environnement qui peut s'inviter directement dans un monde réel, notamment grâce à cette technologie holographique, où là, les utilisateurs, dans une salle obscure, vont pouvoir interagir avec un élément projeté, digital, et comprendre et construire tous ensemble. Voilà, et je peux vous dire que j'ai testé tes clés holographiques, c'est vraiment bluffant. Une simple paire de lunettes 3D comme au cinéma, donc très légère, et on est projeté dans un univers holographique autour de soi. C'est vraiment très impressionnant, et ils promettent que l'an prochain, ils pourront même mettre cette technologie dans les télévisions. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner, et ça va généraliser, à mon avis, bon nombre de réalités immersives. Donc en conclusion, on voulait faire un peu une passe sur les différentes tendances qu'on a vues depuis 8 ans au CES. Depuis 8 ans, certaines tendances se sont consolidées, comme tout ce qu'on voit sur la santé, on vous en a beaucoup parlé aujourd'hui, sur les véhicules électriques, sur les robots. L'IA également, on en a assez peu parlé, mais l'IA est vraiment partout, dans tous les produits, même si ce n'est pas au cœur de la promesse du produit, elle est vraiment utilisée dans beaucoup de produits. Et puis il y a des tendances qui se sont un peu amenuisées, qui sont moins fortes d'année en année, notamment tout ce qui est assistant virtuel personnel, assistant vocal. C'était un peu moins présent au salon. Ça fait toujours partie des innovations, mais c'est un peu moins mis en avant par les constructeurs dans leur discours marketing. La blockchain était également très présente, mais un peu moins que les années passées. Il n'y avait pas de nouvelles choses sur la blockchain. Ça reste un enabler technologique qui est utilisé dans beaucoup de produits, mais ce n'est pas au centre de la promesse des nouveaux produits qui sont sortis cette année. Et puis cette année, ce qu'on a vu, c'est des innovations qui accompagnent un changement mature de nos habitudes de vie. L'hybrid work, le télétravail s'installe dans la continuité, dans la durée, et les innovations qu'on a vues sont plus matures pour accompagner ce changement en profondeur. C'est la même chose pour la santé. Ce ne sont plus des innovations en réaction comme l'an dernier avec la crise sanitaire, ce sont vraiment des innovations qui s'inscrivent dans la durée pour ces changements de mode de vie. Et puis également, on n'en a pas parlé, mais il y avait pas mal de choses sur les NFT, sur la Smart Home, mais on ne peut pas parler de tout. En tout cas, il y avait énormément de choses au CES cette année, et on a beaucoup parlé des tendances. On peut aussi parler du format du CES qu'il y a eu cette année, qui était donc un format hybride.
Oui, l'année dernière, on vous donnait notre retour d'expérience sur justement le full remote, où on avait vu ses limites. Cette année, donc, on a eu la chance de retourner en physique sur ce salon et on reste 100% convaincus, je pense à l'unanimité, que vraiment les innovations, il faut les vivre, les expérimenter. On a pu tomber aussi par hasard sur des innovations qu'on n'aurait peut-être pas vues sur l'édition à distance comme ça a été le cas l'année dernière, de pouvoir aussi challenger les entrepreneurs sur leur business model, de pouvoir tester les produits en réel. Tout ça a une vraie valeur ajoutée. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de vous délivrer cette analyse. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. Et il y a peut-être des questions qui ont été posées dans la conversation Teams. Alors, en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous pouvez en poser. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire sur le chat. Si vous n'avez pas de questions, c'est qu'on a été extrêmement clair et on s'en réjouit. Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter Niji pour approfondir certaines tendances ou pour aller dans d'autres domaines qu'on n'aurait pas couverts aujourd'hui parce qu'on ne pouvait pas tout couvrir. Et voilà, je ne sais pas si on a des questions sur le chat. Non, il n'y a pas encore de questions. Il y avait donc plutôt sur Stellantis, qui du coup avait annoncé la mise en place d'Android Automotive. Et donc la question était de savoir si Amazon va prendre la place de cet OS ou bien qui va prendre plutôt la place de Google en Automotive System. Alors ce qui m'a assez surpris, c'est que tous ces systèmes, que ce soit Amazon Fire TV, Android Auto ou les systèmes on chip de Qualcomm, ils sont complémentaires. Il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Et on a certains constructeurs qui ont à la fois du Qualcomm sur la partie conduite autonome et à la fois du Nvidia, par exemple, sur la partie infotainment. Donc en fait, les constructeurs vraiment font un peu du picking et prennent le meilleur de chacun. Il n'y a pas de full partenariat, en tout cas pas de ce que j'ai vu, sur un seul système. Et donc Stellantis, par contre, va très loin avec son partenariat Amazon, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont laisser tomber les systèmes on-chip ou éventuellement des OS alternatifs. On a une autre question aussi sur justement la place des NFT au sein du salon. Alors la place des NFT était assez importante en termes de communication. Ce qu'on a vu en termes de NFT, c'est qu'il y avait pas mal d'écrans qui vont se connecter directement aux plateformes NFT pour afficher les œuvres d'art automatiquement qu'on aurait achetées sur ces plateformes-là. Ces écrans-là, donc c'est un peu des télés qui montrent nos NFT, on peut aussi faire des transactions de NFT à travers ces écrans. Donc c'est un peu des cadres de NFT interactifs dans lesquels on peut aussi gérer donc, ces valeurs marchandes des NFT. Le NFT, ça peut être aussi utilisé dans les métaverses, puisque dans les métaverses, il y a beaucoup de biens virtuels. Quand on dit bien virtuel, on peut l'associer très facilement au NFT. Ensuite, voilà un peu ce qu'on a vu sur la NFT, en tout cas. Est-ce que tu pourrais juste rappeler NFT pour tout le monde, pour être sûr que… Alors ça, c'est une question un peu dure, mais un NFT, c'est juste quelque chose qui va permettre… Ouais, Lucas, si tu veux expliquer les NFT, tu le feras mieux que moi, je pense. De manière simple, le NFT, c'est quoi? C'est un bien non fongible. Le meilleur exemple, c'est le timbre. Nos grands-parents collectionnaient un timbre. Qu'est-ce qui différencie un timbre? Sur sa rareté, c'est comme un billet, c'est-à-dire qu'il va avoir un matricule et une date. Donc là, c'est pareil, c'est un bien non fongible. Ça va permettre tout simplement de tracer cet objet et de lui donner une valeur intrinsèque reliée à un token, tout simplement. Merci. Merci. Il y a une autre question aussi sur le smart home et le smart building, et donc de l'IoT. Smart Building, il y avait des choses, mais qui deviennent vraiment un peu plus techniques, industrielles, mais on peut en parler. Moi, il y avait quelque chose que j'ai bien aimé, c'est quand même Hyundai et Boston Dynamics, donc les robots Spot, ce sont des chiens mécaniques qui sont capables d'explorer des sites industriels pour faire de la surveillance, par exemple, et qui peuvent faire plein de choses. Ils peuvent ouvrir des portes. Voilà, il y avait tout un show de ces chiens mécaniques. Ce n'est pas une vraie innovation parce que Boston Dynamics, on commence à les connaître. En tout cas, c'était impressionnant de les voir sur le salon. Sur la Smart Home, il y avait énormément de choses, notamment énormément d'aspirateurs, par exemple, intelligents, qui peuvent aspirer, passer la serpillière, faire de la vidéosurveillance. Ces nouveaux aspirateurs ont des lidars, en fait, qui est une technologie qu'on voit sur les voitures autonomes, ce qui leur permet d'éviter les objets de manière complètement intelligente. Donc ça va très 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 loin en termes de robotisation de la maison. Il y avait également de la robotisation du jardin avec des systèmes d'arrosage automatique qui savent, grâce aux caméras, quelle partie du jardin il faut arroser et qui n'arrosent pas un peu bêtement tout le jardin. Donc il y avait aussi pas mal de choses sur la Smart Home qu'on n'a pas pu adresser parce qu'on ne peut pas tout adresser aujourd'hui, mais voilà pour les exemples que j'ai en tête.
Une autre question, donc effectivement on a parlé de chips au cœur des solutions, et donc est-ce qu'il faudrait attendre une révolution autour de l'edge computing? Donc chips, Il y avait beaucoup de edge computing. Le edge computing, c'est ce qui permet de faire de l'IA sans envoyer les données dans le cloud. Ça reste en local sur des petits engins électroniques. On avait notamment des démonstrations, enfin c'est même des produits, qui permettent de brancher à une caméra, qui permettent d'analyser la vidéo et de voir comme si on était en plein jour alors qu'on est de nuit. Et cela sans envoyer les images dans le cloud, vraiment en local sur un système électronique, ce qui a beaucoup d'usages par exemple en surveillance, ou également pour les voitures autonomes qui ont besoin de voir la nuit. Donc ça, c'est grâce au edge computing. Et finalement, il y a beaucoup de produits qui le proposent désormais. La tendance, ce n'est plus d'envoyer toutes les données dans le cloud pour faire de l'IA. La tendance, c'est vraiment de faire de l'edge computing. Et on ne l'a pas précisé, mais beaucoup de produits qui utilisaient l'IA dans ce qu'on a présenté aujourd'hui le faisaient en fait en edge computing. Une autre question sur justement les véhicules, donc savoir aussi pourquoi on n'entendait pas parler d'Apple au sein des véhicules aujourd'hui. Alors Apple est un acteur qui va, a priori, c'est ce qu'on entend beaucoup, se lancer sur le véhicule. Voilà, donc en tout cas, il y a des rumeurs persistantes là-dessus. Et de la même manière que Sony, ça serait un acteur qui serait tout à fait légitime dans le monde de la mobilité d'aujourd'hui pour se lancer sur ce terrain-là, parce qu'ils ont les systèmes d'infotainment, ils ont l'IA, ils ont tout l'expérientiel de leur écosystème Apple. Avec les véhicules électriques d'aujourd'hui, ça serait tout à fait possible que Apple se lance, mais ils n'étaient pas présents au CES. Peut-être le seront-ils en 2023. Et une autre question, donc là c'est plutôt avec tous les objets connectés dont on parle, la place de la cybersécurité au sein du salon. Sur la cybersécurité, il n'y a pas eu de vraie nouveauté par rapport à ce qu'on a pu débriefer des années passées. Il y a toujours des systèmes qui permettent de sécuriser nos réseaux Wi-Fi, des systèmes qui vont protéger un peu mieux toute notre IoT. Mais on n'a pas vu d'innovation spectaculaire sur la cybersécurité. En tout cas, ça reste quand même un enjeu très fort, puisqu'on sait que la cybersécurité est d'autant plus critique aujourd'hui avec toutes les mesures de hacking, enfin les hackers que l'on voit proliférer. Donc dans chaque produit, il y a des garanties de cybersécurité, mais on n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de produit dédié à ça qui nous a marqué sur le CES, en tout cas cette année. Et puis enfin, je pense, dernière question sur justement les innovations concernant l'environnement et les enjeux climatiques. Donc on a partagé certaines. On en a partagé certaines. Il y a effectivement encore plus de choses sur des nouveaux types d'énergie, de batteries. On n'a pas pu parler de tout. Il y avait aussi des choses sur l'aspect vegan, ce qui permet quand même de libérer des terres agricoles, puisque 2/3 des terres agricoles aujourd'hui sont occupées par de l'agriculture pour nourrir les élevages. Donc si on réduit la consommation de viande, bien évidemment, on peut mieux utiliser ces terres agricoles. Il y avait beaucoup de choses à dire sur le sustainable et avec les clients intéressés, on pourra aller plus loin sur ce sujet. Voilà, je pense qu'on a traité pas mal de questions. On est aussi dans les temps. Donc toute l'équipe et moi-même et Niji vous remercie pour votre attention. Je pense que ce débrief sera bientôt en ligne, vous pourrez le revoir à volonté. Et voilà, encore une fois, merci pour votre attention et à bientôt avec Niji.